Bonjour à toutes et tous. Nous poursuivons notre matinale autour de la prévoyance par ce webinaire qui est sur la thématique de l'absentéisme. Donc, nous allons démarrer dans moins d'1 minute, le temps de laisser à chacun donc d'entrer dans la salle et de s'installer. Bien, bienvenue à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur la thématique de l'absentéisme. Donc, nous sommes dans une matinée où nous avons présenté différentes choses. Donc, pour ceux qui nous retrouvent, qui n'ont pas suivi les webinaires précédents, on a fait un premier webinaire en début de matinée sur la protection du salarié en matière d'assurance. Et donc, on a donné quelques fondamentaux de l'assurance collective en matière de prévoyance pour une gestion sereine au niveau des entreprises. On a fait un deuxième webinaire sur la prestation de l'arrêt de travail, c'est-à-dire là, on était dans le financier. Et puis, nous terminons notre matinée sur l'absentéisme. Et donc, je suis entouré d'une spécialiste du maintien et retour à l'emploi, et Albin va se présenter au moment où nous l'avons prévu, puisque donc Albin m'accompagne pour ce webinaire. Bien évidemment, vous pouvez dialoguer dans le chat qui est à votre disposition sur vos postes. Claire, notre responsable des agences Lille et Reims pour le groupe Apicil, est la modératrice de ce webinaire. Le webinaire, quelques règles pour bien démarrer et pour qu'il se déroule bien. D'abord, vos micros, vos vidéos doivent être désactivés. S'il y a des difficultés, à ce moment-là, vous le mettez dans le chat et le support technique du groupe Webikeo prendra le relais pour tenter de vous aider. Vos questions, on tentera d'y répondre, soit directement par Claire, modératrice, ou soit Albin et moi, au regard des temps de questions-réponses que nous allons effectuer tout au long de ce webinaire. Un replay sera disponible à la fin de notre matinale dédiée à la prévoyance et le document n'est pas téléchargeable, donc n'essayez pas, il n'est pas téléchargeable. En revanche, le replay sera disponible et il aura une durée de vie de 1 an sur la plateforme. Qu'est-ce que nous avons prévu de échanger avec vous au cours de ce temps que nous sommes ensemble? D'abord, nous allons faire un constat sur l'absentéisme, de partir de quelques données. Ensuite, les outils à disposition pour la régulation de l'absentéisme. Et puis, ensuite, dans une troisième partie, les facteurs de réussite du retour à l'emploi. Pendant le webinaire, Claire va vous lancer un sondage. Je vous invite, avec Albin, on vous invite à participer au sondage. En effet, on est là par machine interposée, vous êtes dans une salle, on n'est pas à proximité. Et donc, on a besoin de vous pour savoir un petit peu les réalités que vous rencontrez sur la thématique de l'absentéisme. Et Albin va se servir des résultats du sondage pour pouvoir adapter surtout certaines solutions, le cas échéant, aux situations que vous rencontrez. En effet, on est parti sur l'idée que ça ne sert à rien de faire des dialogues qui n'ont pas forcément, sur lesquels vous n'avez pas forcément, j'allais dire, le fait d'être concerné. Et donc Claire va vous lancer donc ce sondage-là. Et je vous remercie par avance d'y participer. Eh bien, maintenant, faisons connaissance. Et je laisse la parole à Albin pour qu'elle se présente et en même temps, tu présentes le groupe JLO. Très bien, merci beaucoup Pascal pour l'introduction. Donc Albin Gasquet, je suis directrice générale du groupe JLO, qui est une filiale du groupe Apicil. Notre vocation dans le groupe JLO, c'est d'accompagner toutes les structures dans l'amélioration de leur qualité de vie et des conditions de travail. Donc nous opérons depuis bientôt 20 ans, ça fera 20 ans au mois de juillet.
Et j'ai la chance d'œuvrer sur une expertise qui est la régulation de l'absentéisme. Un des moyens, c'est le retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je participe à ce webinaire avec Pascal. Et pour moi-même, donc, je suis expert en protection sociale, expert aussi en gestion des politiques de santé. Je suis animateur de podcasts et de webinaires et je suis également responsable commercial au sein du groupe Apicil. Le groupe Apicil, pour ceux qui ne nous connaissent pas et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce webinaire, le groupe Apicil est un groupe de protection sociale à but non lucratif, paritaire et mutualiste. Nous sommes régis par le Code de la sécurité sociale et nous développons toutes les activités d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé. Et nous sommes donc sur la prévention également, puisque nous accompagnons toutes les entreprises, tous les dirigeants que vous êtes, RH, DAF, gestion d'entreprise, sur l'ensemble de la vie en fait d'un salarié, de la prévention aux soins. Et donc, nous aurons l'occasion de développer cela à travers les thématiques prévues donc, dans ce webinaire. Pour démarrer, faisons un constat. Faisons un constat car l'absentéisme, c'est un sujet qui devient, on va dire, important. Il y a un amplificateur, c'est la notion budgétaire. Pour les entreprises, de plus en plus, ça coûte cher. Le groupe Apicil, depuis 3 ans maintenant, fait un observatoire des arrêts de travail. Je vais vous présenter quelques éléments pour permettre d'imager le constat. Le groupe Apicil, donc avec ses filiales, ses partenaires, donc croise les données, on va dire, de notre portefeuille, prévoyance, avec les données nationales. Et cela donne des résultats très intéressants. Tout simplement parce que d'abord, c'est une étude robuste, c'est une étude qui est effectuée sur plus de 1 million de personnes que nous assurons, et en matière collective. Et cela croisé avec des données scientifiques, puisque ce sont des données nationales et publiques. Premier constat, taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, vu à Apicil, à travers ce que je viens de vous dire, 5,17%. Alors, ça peut être un tout petit peu plus que la moyenne nationale, puisque l'INSEE communique également un chiffre d'absentéisme. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'en fait, après la crise sanitaire, qui a été un amplificateur d'un phénomène qui n'est pas d'hier en réalité. Moi, je voudrais dire que le démarrage réellement de la courbe des arrêts de travail date de 2013. C'est là le point de départ. Sauf que la crise sanitaire est un amplificateur et aujourd'hui, les contraintes budgétaires amplifient le sujet. L'absentéisme, toutes les entreprises y est confrontées et le coût global, supporté en grande partie par la sécurité sociale, qui est un assureur, mais aussi par tous les assureurs complémentaires et donc les entreprises, c'est 18 milliards d'euros en 2024. Alors, la somme est importante et on sait que cette somme va continuer à croître. Alors, le 5,17, c'est un chiffre, c'est une statistique, c'est le taux moyen au regard des secteurs d'activité. Le groupe Apicil est probablement un tout petit peu plus exposé que d'autres puisque nous sommes présents dans l'économie, on va dire, industrielle, tertiaire, économie sociale et solidaire. Nous sommes présents sur l'ensemble, on va dire, du tissu, on va dire, économique. Et au regard de nos portefeuilles, de notre présence nationale, nous avons une exposition tant en région parisienne que dans d'autres territoires. Et donc, nous ne faisons pas de distinction de nature territoriale. Le 5,17 donc est légèrement supérieur au taux national, mais le taux national, lui, il croît. La croissance moyenne depuis 10 ans est de l'ordre de 4%, sauf que comme c'est une croissance moyenne, elle s'accélère. Et donc, forcément, si on le fait sur 10 ans glissants,
eh bien, le chiffre que je vous indique ici, lui, va croître et l'année prochaine, il sera un tout petit peu supérieur à 4. Donc, vous voyez, 4% de croissance moyenne en 10 ans, c'est considérable. C'est considérable parce que globalement, ça veut dire que le nombre d'arrêts de travail a doublé en 10 ans. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? On voit que le niveau des salariés ayant eu au moins un arrêt de travail est au niveau d'il y a 2 ans, 27,46%. Alors, je vais prendre le chiffre, je vais l'analyser de la manière suivante et je vais arrondir un tout petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié sur 3, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, a été absent. C'est-à-dire que toute entreprise a eu au moins, sur la base de 3 salariés, au moins un absent au cours de l'année 2024. Cela veut dire que c'est un phénomène qui touche toutes les entreprises et non pas certains secteurs d'activité ou non pas certaines tailles d'entreprises. Là, ce sont toutes les entreprises. Maintenant que nous avons posé le constat du taux moyen, son coût économique, le fait de dire que donc un salarié sur 3 s'est arrêté au cours de l'année 2024, regardons maintenant qu'est-ce qui cause l'absentisme et surtout quelle est la durée moyenne. Alors, on a un spectre d'assureurs et donc c'est peut-être un tout petit peu biaisé parce que nos contrats de prévoyance protègent tant la maladie que l'accident. Je disais ce matin sur les fondamentaux de la prévoyance que en réalité, la prévoyance doit être vue comme un élément protecteur du salarié, un élément qui compense une perte de revenus, parce qu'il y a des aléas sur la vie. En effet, je suis en bonne santé, je travaille, j'ai un revenu. Mais ma vie peut être altérée par des phénomènes extérieurs. La maladie, l'accident. Albin développera probablement d'autres aspects. Mais les aléas en contrat d'assurance, ils sont là. Bien évidemment, la santé d'une personne n'est pas que de la santé physique. On a la santé physique, on a la santé mentale. Je dirais même, je peux extrapoler, au Canada, ils parlent même de santé sociale, de santé financière. Et tout cela a des impacts sur la santé et donc sur la personne. C'est bien la maladie professionnelle, au regard de notre étude, qui reste le motif qui engendre les arrêts les plus longs. C'est-à-dire qu'en fait, dans une entreprise, vous avez des personnes qui ont des arrêts courts, des arrêts moyens, des arrêts longs. Il y a des personnes qui ont des pathologies, qui suivent des protocoles thérapeutiques, d'autres qui sont un tout petit peu plus, entre guillemets, vulnérables. Mais notre étude montre que c'est la maladie professionnelle qui reste quand même le motif premier qui engendre les arrêts les plus longs. Ici, dans la durée moyenne des arrêts par motif, vous voyez, il y a la maladie professionnelle, l'accident de travail, le temps partiel thérapeutique, l'accident de trajet qui est distinct de l'accident du travail, et puis la maladie. Vous voyez, la maladie en tant que telle, la cause peut-être la plus fréquente, eh bien, tout compte fait, c'est celle qui se retrouve en bas du tableau en termes de durée. Mais c'est peut-être celle qui coûte le plus cher parce que c'est celle qui revient le plus souvent. La difficulté, pourquoi l'absentéisme est le sujet majeur pour les années qui viennent de s'écouler et à venir et qui a conduit la sécurité sociale à diminuer le plafond de son remboursement indemnité journalière. En effet, depuis le 1er avril 2025, les IJSS sont plafonnés à 1,4 SMIC. Donc, il y a une diminution. En revenu brut global, globalement, on est passé d'un palier de 40 000 à 30 000 euros de revenus. C'est-à-dire que, globalement, les personnes qui gagnent plus de 30 000 euros par an sont plafonnées, vu sécurité sociale. Eh bien, la part du micro-absentisme a fortement augmenté et les arrêts de plus de 30 jours ont fortement augmenté. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, vous avez deux phénomènes qui se conjuguent et qui viennent se percuter. La fréquence, le micro-absentisme, et puis les arrêts longs qui sont de plus en plus longs. Je terminerai en disant que les dispositifs de sensibilisation et de prévention à déployer auprès des populations les plus à risque,
Eh bien, c'est quoi la population la plus à risque? Très difficile, en fait, de vouloir mettre des catégories, de classifier les choses. Pour autant, vous avez ici un tableau qui présente d'abord le taux d'absentisme en fonction soit du genre, soit de l'âge, soit de l'ancienneté. Vous voyez que globalement, les taux ne sont pas les mêmes si on prend la population féminine, si on prend la population des 50 à 59 ans, ou si l'ancienneté dans une entreprise globale des salariés est de plus de 10 ans. Et que donc les taux sont à manier avec prudence au regard de la vraie situation en fait que vous avez en fonction de votre démographie d'entreprise. Et vous voyez que en fait, eh bien, si je reprends les mêmes items, le genre, les plus de 60 ans, l'ancienneté acquise de plus de 10 ans, si je suis agent de maîtrise, si je suis travailleur dans l'économie sociale et solidaire, je ne veux pas stigmatiser, mais vous voyez que la durée moyenne des arrêts diffère en fonction des situations. C'est très important. Cela veut dire qu'on ne peut pas généraliser forcément un discours et que chaque situation que vous rencontrez est propre à la situation au regard de votre démographie et de votre secteur d'activité. Pour terminer cette première partie, qui est le constat, l'Observatoire du groupe Apicil est disponible sur notre site public pro.apicil.com. Vous pouvez donc taper pro.apicil.com, cette étude est disponible et vous verrez que, parce que là j'en ai fait quelques extraits, elle est beaucoup plus globale et apporte beaucoup plus d'éclairage que simplement ce quart d'heure que je viens de passer à faire le constat. Bien évidemment, le taux d'absentisme augmente avec l'âge. Bien évidemment, les personnes les plus vulnérables sont les personnes qui ont une certaine ancienneté, les seniors, les salariés à faible qualification et ceux qui ont le plus d'ancienneté dans l'entreprise. Bien évidemment, et on ne peut pas le passer sous silence, tout le sujet autour de la réforme des retraites a généré des crispations puisque une étude de la DARES, c'est la Direction des activités en recherche en économie de la santé, donc c'est un organisme étatique, avait fait une étude en mars 2023, juste pendant la réforme des retraites, et montre que 1 salarié sur 3 ne se sent pas capable de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et donc, dans le débat de dire quel est le bon âge de départ à la retraite, c'est quoi l'âge légal de départ à la retraite et qu'on a tendance à le repousser, et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, ni une prise de position d'opinion personnelle, c'est que là, les salariés ils disent, ils ne se projettent pas en réalité dans cet allongement de la durée de vie professionnelle. C'est très important de le savoir à cet instant-là, puisque ça fait partie probablement des constats et notamment des impacts dans les entreprises. Et puis, bien évidemment, et ça c'est un sujet aussi, la pénibilité, puisque l'usure professionnelle, l'exposition à des risques et l'état de santé vont de pair avec le sentiment accru d'insoutenabilité du travail. Une enquête INSEE d'il y a à peu près d'il y a quelques années disait que 1 salarié sur 2 considérait le travail comme un élément de dégradation de leur état de santé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était déjà des personnes qui probablement avaient des difficultés de santé. Un Français sur 4 a un mal de dos. Et donc, mais considéraient que le travail était source de dégradation de leur état de santé. Et donc, forcément, va provoquer de l'absentisme. Alors voilà, j'en ai terminé par rapport à cet observatoire de l'arrêt de travail et peut-être je vais laisser Claire nous remonter quelques questions sur cet observatoire, sur le constat socio-économique de l'arrêt de travail avant d'aborder la deuxième partie, c'est-à-dire comment réguler l'absentéisme en entreprise. Claire, c'est à toi. Bien, donc Claire m'a fait un retour que pour l'instant, il n'y a pas
de questions qui remontent. Je profite, avant de laisser la parole à Albine pour la deuxième partie de ce webinaire, de vous dire que Claire a lancé un sondage de vous pour participer à ce sondage, car nous allons exploiter les résultats de ce sondage en live avec vous. Parce que on souhaite vous donner des réponses précises aux situations que vous rencontrez. Donc, vous êtes nombreux dans la salle, donc n'hésitez pas à participer au sondage. Plus vous participez, plus les données que nous aurons seront intéressantes pour la partie du webinaire qui va suivre. Bien évidemment, je souhaite le dire parce que autant le dire tout de suite, on ne conservera pas les données du sondage à post-webinaire, donc vous pouvez répondre en toute tranquillité, il n'y aura pas de sauvegarde des réponses post-webinaire. Bien, puisqu'il n'y a pas de questions qui remontent, comment réguler l'absentéisme? Et là, je laisse la parole à Albine. Merci. Albine, la question est posée. Très bien. Alors, je voudrais revenir sur deux points qui sont importants. Globalement, ce que vous disiez, Pascal, c'est que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont les motifs qui engendrent le plus de nombre de jours d'arrêt. Mais par contre, ne sont pas la première cause d'absence. Quand nous, on intervient dans les entreprises pour travailler à la demande des entreprises sur la régulation de l'absentéisme, on se rend compte que la première cause des absences, c'est la maladie ordinaire. Ce qu'on appelle la maladie ordinaire, ce sont les maladies chroniques évolutives, les cancers, même les grippes, enfin tout ce qui peut être, tout ce que vous connaissez. Donc, sur les premiers accidents du travail et maladies professionnelles, nous, on intervient quand on doit traiter ces deux facteurs, on intervient sur la prévention, santé, sécurité au travail. Et ça, je pense que toutes les entreprises sont au fait de ce sujet puisqu'il y a des actions à mener face aux accidents du travail et maladies professionnelles. Ce n'est pas le sujet que j'ai voulu aborder ce matin, qui est une expertise du groupe. Je voulais aller plus loin dans pourquoi il est important, dans le cadre de la régulation de l'absentéisme, de gérer cet absentéisme. Parce qu'il faut comprendre que l'absentéisme a vraiment une répercussion sur les personnes en arrêt de travail. Vous le voyez sur le slide, ce qu'il faut retenir, c'est que l'éloignement crée l'isolement. Aujourd'hui, les entreprises qui travaillent sur l'absentéisme, évidemment, elles travaillent sur la prévention parce qu'elles veulent diminuer leur absentéisme, mais si on ne comprend pas que travailler sur l'absentéisme, c'est travailler sur l'impact sur le salarié, on n'avancera pas dans la régulation. Donc, j'ai vraiment fait ce choix du parti pris, c'est comment agir. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cartographier votre absentéisme. J'avais juste posé la question de savoir si vous connaissiez votre taux d'absentéisme, parce que c'est important de savoir déjà si vous avez de l'absentéisme ou non, et si vous êtes au-dessus des chiffres qui ont été présentés dans l'observatoire du groupe Apicil. Mais nous n'allons pas travailler sur l'action en tant que telle pour diminuer l'absentéisme. Ça serait un webinaire plus technique et qui ferait appel à on va dire des expertises qui ne sont pas les miennes, qui sont les préventeurs. Qu'est-ce que je peux mettre, moi, en place pour diminuer les absences liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles? Moi, ce qui m'intéresse, puisque c'est mon expertise, c'est l'individu. C'est réguler l'absentéisme, c'est accompagner les salariés. Donc, vous voyez pourquoi, puisque le salarié, et ça, la conséquence sociale et psychologique est très lourde. Moins j'ai de relations avec mon entreprise, plus je m'éloigne et moins j'ai de moyens de reprendre la main et de revenir plus facilement dans mon entreprise. J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'avoir des signaux de mon entreprise pour revenir. Et évidemment,
c'est une érosion des compétences. C'est-à-dire que moins je pratique, puisque la compétence, vous le savez, c'est en pratiquant que je la maintiens. Et moins je pratique et plus je perds des compétences et plus ça sera difficile pour moi de revenir sur mon poste de travail. Si on regarde le slide suivant, Pascal, les arrêts de travail ont des conséquences multiples. Et les conséquences multiples pour l'individu, ça engendre une gestion de difficultés variées, qui sont des difficultés cognitives, des difficultés mentales ou psychologiques. Et ces difficultés-là, vous les rencontrez si je vous dis quand un salarié revient chez vous et vous avez l'impression qu'il a tout oublié, que physiquement, vous le voyez, il a repris son poste, mais il a des questions qui vous surprennent. Eh bien, ne vous en étonnez pas, c'est un des impacts des arrêts pour les salariés. Ça peut avoir des impacts qui vont guérir avec le temps ou pas, selon la typologie de l'arrêt. Et ça, c'est important de le savoir, puisque il ne suffit pas d'accompagner quelqu'un au retour à l'emploi. Il y a des choses à faire avec lui pour qu'il le reprenne dans les meilleures conditions. Quelqu'un qui est en arrêt, et c'est là maintenant le parti pris que j'ai pris, je vais vraiment faire un focus et je n'ai pas le retour de votre sondage. J'aurais aimé savoir si vos préoccupations étaient plus tournées vers les arrêts longs ou vers les arrêts courts. Je ne sais pas, Pascal, si vous avez une visibilité. Je ne vous entends pas, Pascal. Oui, j'ai une visibilité, Albine, et de manière étonnante, les 4 items sont quasiment à égalité. La gestion des arrêts courts, 28%. La gestion des arrêts longs, 28%. La prévention des risques, 21%. Autres, 21%. Je te laisse avec. Eh bien, donc, moi, je vais, par expérience et on va dire par rapport à toutes les rencontres que je viens de faire d'entreprises plus ou moins importantes, de l'entreprise familiale à moins de 3 personnes ou de grands groupes, aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, ce sont les arrêts longue durée, parce que ça a un impact important sur l'érosion des compétences et donc on va faire un focus sur les arrêts des conséquences longue durée. Je ne suis pas Albine, le sondage a bougé un tout petit peu. Il y a beaucoup de participants maintenant. C'est les arrêts longs à 32% qui deviennent une préoccupation. Bon, donc je suis contente. Je ne suis pas décalée par rapport à ce sondage et par rapport à la perception et les retours des entreprises que je vois. Et 1/4 des entreprises ont un taux d'absentéisme supérieur au taux indiqué dans notre observatoire. Oui. 1/4. Oui, quand même. Donc, d'où l'utilité de travailler et de reparler aussi, juste entre parenthèses, quand vous avez un taux qui est au-dessus de ce taux qui a été annoncé, il y a un travail de compréhension et de cartographie. Mais ça, c'est un autre sujet dans le cadre de comment agir. Pour agir, il faut comprendre. Et donc, pour comprendre, il faut aller cartographier son absentéisme. Il y a des outils qui existent. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Une fois que vous avez compris, vous pouvez commencer à réguler. Et cartographier, ça peut aussi vous donner des indications sur des activités qui sont plus ou moins impactées, des services qui sont impactés. Et c'est des fois surprenant parce qu'on a de fausses idées, parfois sans cartographier, on a des fausses idées sur l'état de notre absentéisme. Donc ça, c'est un élément important. Si vous voulez agir, il faut comprendre l'absentéisme. Si je reviens donc sur les arrêts longue durée, si tout le monde a compris que pour réguler, il faut déjà avoir en tête que ça a un gros impact, les absences longue durée. Nous, aujourd'hui, on accompagne 3000 salariés par an
dans le cadre de nos missions, de salariés qui sont, pour 60%, des salariés qui sont en arrêt de travail. Donc, on sait que pour diminuer l'arrêt, il faut travailler sur certains leviers. Et pourquoi est-ce qu'il faut préparer le retour? Eh bien, vous avez l'ensemble des éléments, parce que quelqu'un qui est en arrêt longue durée, il doit retrouver un rythme au travail. Mettez-vous en situation, puisque c'est bientôt l'occasion de se mettre en situation, ce sont bientôt les congés payés. Donc, vous allez partir, pour la plupart, je l'espère, 3 semaines, 4 semaines en congé, juin, juillet, août. Et mettez-vous à la place, quand vous rentrez, comme il est difficile, alors que vous rentrez de congé, vous êtes en forme, tout s'est bien passé, j'espère, de reprendre le rythme du travail, de se remettre sur ses mails, de retrouver le rythme de se lever le matin, de s'habiller différemment, d'enlever les tongs. Enfin, tout ça, c'est déjà compliqué. Donc, mettez-vous à la place d'un salarié qui a été en arrêt 6 mois, 1 an, 2 ans. Pour lui, c'est une montagne. C'est très difficile de reprendre le rythme de travail. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça vous donne aussi l'idée de vous dire que quand quelqu'un revient chez vous après un long arrêt de travail, il y a quand même des choses à préparer en amont. Et puis, pendant cet arrêt, il y a des choses qui se sont passées. J'ai peut-être plus mon manager. Mon manager a changé, mon équipe aussi. Et pour certaines fois, ça peut peut-être faire sourire certains, mais certaines fois, je reviens et je me rends compte que ma fonction, elle n'existe plus. Mais on ne m'a pas prévenu, hein, mais tout va bien se passer. Donc ça, c'est important aussi de l'intégrer. Tout a un impact. Vous le voyez sur l'environnement social, les difficultés que j'ai eues pendant mon arrêt. Il faut vraiment renouer avec les collègues, parce que je ne les ai pas vus depuis un moment, renouer avec ma hiérarchie. Ça, c'est important aussi. Tenir un poste qui peut avoir changé, ça je vous l'ai dit, reprendre, on arrive, le poste a changé, il y a des technologies qui ont évolué, il y a l'environnement qui a évolué, et là, waouh, comment est-ce que je fais pour me mettre sur un poste avec un nouveau logiciel, avec des nouvelles données que je n'ai pas eu le temps d'appréhender, je n'ai pas suivi de formation, j'arrive comme ça. Le fonctionnement avec le manager, je vous l'ai dit, un manager, je peux fonctionner avec un manager un nouveau, ou alors un manager qui m'attendait plus, ou un manager qui n'a pas été formé à la reprise d'activité après un long arrêt et qui se trouve un peu démuni sur la préparation au retour. Et donc, je vous le disais, le fonctionnement dans une équipe nouveau. On arrive comme un nouveau. Quand on intègre quelqu'un nouveau dans l'entreprise, il y a un parcours d'entreprise où on est bienveillant, on passe un peu plus de temps. Eh bien, c'est la même chose pour quelqu'un qui revient dans l'entreprise après un arrêt longue durée. On doit y consacrer un peu plus de temps pour lui permettre de reprendre le rythme. Donc, une fois qu'on a pris en main toutes ces informations qui impactent le salarié, on comprend mieux qu'il y a des choses importantes à faire pour réguler l'absentéisme, diminuer l'absentéisme. Si je ne mets pas en route certains process, alors process, c'est peut-être un peu trop fort pour certaines entreprises qui fonctionnent sans process, mais si on n'a pas quelques cadres, ça peut être aussi un sujet et on va dire un motif de prolongation de l'arrêt. Vous allez me dire, mais attendez, oui, si je rencontre mon médecin et que je lui fais part de mon inquiétude, du fait que je ne sais pas ce qui se passe dans mon entreprise depuis que je me suis arrêtée, du fait que je n'ai jamais eu de contact, du fait que
J'ai appris par des collègues que mon manager était parti, que mon poste avait changé. Ça peut être aussi un facteur de prolongation de l'arrêt. Parce que là, on est dans le cadre de la préservation de la santé mentale du salarié. Ça peut aggraver son état mental et le médecin, là, prolonge. Ou, quand on est sur un médecin traitant, peut aussi prendre contact avec le médecin du travail, envoyer le salarié en visite de pré-reprise pour avoir des informations sur la préparation à son retour. Je vais continuer sur la troisième partie. Ah, je ne vous entends pas, Pascal. Voilà, Albine, la deuxième partie vient d'être donc terminée. La diapo ici qui est projetée donc résume un tout petit peu tout ce que vous venez de dire, Albine. Claire, on te laisse nous remonter les questions éventuelles pour faire juste un temps de pause pour Albine avant d'entamer cette troisième partie de la réussite d'un retour à l'emploi et notamment sur les arrêts longs. Ah, bah, une question, Albine, tu peux la question voir. Moi, je vais la lire. Voilà, je vais la lire pour que l'ensemble de nos auditeurs et participants aient connaissance de cette question. Est-ce que vous proposez une formation pour accueillir un salarié après donc un long arrêt maladie? Bénédicte, c'est peut-être une bonne transition pour la suite. Bénédicte, merci pour la question parce que c'est toujours un peu une difficulté quand on anime un webinaire de ne pas trop mettre en avant les offres et nos expertises que l'on peut proposer aux entreprises. Mais bien évidemment, pour nous, c'est une nécessité et donc nous proposons des formations pour les managers, pour les RH, pour les dirigeants quand c'est dans des plus petites entreprises, pour accueillir un salarié après un long arrêt. Accueillir et préparer, parce que pour moi, il y a l'accueil, mais il y a avant le pré-accueil. Et ça fait le lien avec les facteurs de réussite du retour à l'emploi que je vais vous présenter et vous comprendrez pourquoi je vous dis que ces formations ne sont pas que sur l'accueil. Alors, il y a des formations qui on peut entraîner aux entretiens d'accueil, mais pour des entreprises, c'est plus important d'aller un peu plus loin aussi, c'est de préparer le retour. Donc, ce qui me permet de passer à la troisième partie. Je voulais vous parler des facteurs de réussite du retour à l'emploi et surtout après un long arrêt. Ce qui est important, alors il y a plusieurs facteurs, donc pourquoi je peux me permettre de vous parler de ça ? On interroge souvent les bénéficiaires que nous accompagnons dans le retour à l'emploi. Et c'est de ces enquêtes, si on peut dire, enquêtes auprès des entreprises et auprès des salariés, c'est dans ces enquêtes que nous avons pu en déduire des facteurs de réussite. C'est-à-dire qu'on a interrogé les entreprises où le maintien dans l'emploi a été réussi, ce qui est 92% des situations qu'on accompagne. Donc, le maintien dans l'emploi a été réussi et on a travaillé avec les entreprises et les salariés pour se dire, mais qu'est-ce qui a fait que ça a réussi et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aider les entreprises? Le premier facteur, et ça, c'est un facteur qui est souvent prôné par la CPAM, la Caisse d'assurance maladie, par les médecins du travail, c'est ce qu'on appelle la précocité de l'intervention, la précocité de la prise en charge. Quand je dis ça, ça doit vous interpeller quand vous avez dû voir passer l'évolution des lois santé sur la visite de pré-reprise. C'est-à-dire qu'on doit prendre précocement en charge l'intervention, c'est-à-dire qu'on doit prendre en charge précocement la situation et ne pas attendre la visite de reprise pour se retrouver face à souvent un problème. Donc, il existe différents éléments et différents outils et différentes pratiques de droit commun. Donc, la visite de pré-reprise que vous pouvez proposer aux salariés, la visite de liaison, ça doit vous dire quelque chose aussi qui est obligatoire. Alors,
entre guillemets, puisque c'est pas, on la propose au salarié, c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, le salarié, on lui propose une visite de liaison, un entretien de liaison avec le médecin et l'employeur, si possible. Donc, c'est important, la précocité de la prise en charge pour quelqu'un qui est en arrêt de travail, et on verra les autres facteurs, mais aussi pour quelqu'un qui est en poste. Vous devez, et ça c'est important, travailler sur les signaux faibles qui peuvent être avant-coureurs d'un arrêt de travail. Type, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui peut être absent, mais avec des absences perlées courtes, quelqu'un que vous sentez fatigué, ou quelqu'un qui est, on le disait, un l'usure professionnelle sur des postes sollicitants avec des personnes qui sont vieillissantes. Donc, tous ces sujets, on est dans la prévention, mais ça fait, je ne peux pas m'empêcher, quand je parle d'absentéisme, de parler prévention. Le deuxième facteur que je peux citer, c'est le facteur le plus important et surtout, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est il n'est pas interdit et la loi n'interdit pas à l'employeur de garder le lien pendant l'arrêt de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose que sur lequel vous devez être convaincu. Évidemment, votre rôle n'est pas de remettre en cause le motif de l'arrêt. Donc, ça s'apprend aussi comment on garde le lien pendant l'arrêt de travail. On peut s'appuyer sur des acteurs pour garder le lien pendant l'arrêt de travail. Donc, j'ai mis quelques acteurs, mais il y en a plein d'autres selon vos structures, parce que il peut y avoir votre organisme d'assurance et de prévoyance qui peut aussi vous le proposer pour garder le lien pendant l'arrêt de travail, accompagner les salariés en arrêt de travail. Je vous ai mis quelques exemples et pour vous donner une autre information, on a développé depuis 3-4 ans, puisqu'on a fait partie d'une innovation qui a été reconnue par l'AGFIP. Je ne sais pas si c'est l'organisme collecteur des fonds pour le handicap. On a développé une plateforme qu'on appelle Léa, Lien, Écoute, Accompagnement, que l'on propose aussi aux entreprises, qui peut être un complément pour garder le lien pendant l'arrêt de travail. Donc, il y a un deuxième slide, Pascal, qui parle de Léa. Et garder le lien pendant l'arrêt, c'est un dispositif qui va permettre aux salariés qui est très éloigné, c'est-à-dire quand je suis absent depuis 6 mois, 1 an, j'ai un peu de mal à savoir vers qui je peux me tourner dans l'entreprise. J'ai un peu oublié aussi. Donc, cette plateforme, je peux retrouver quels sont les interlocuteurs dans l'entreprise qui peuvent m'aider, mais quels sont les interlocuteurs aussi externes qui peuvent m'aider à une réflexion sur mon retour à l'emploi. Et tous les mois, les salariés vont recevoir un questionnaire qui vont permettre de donner de l'information à l'entreprise. Pourquoi un complément en digital par rapport à vos actions que vous pouvez mener vous pour garder le lien? Parce que il y a une augmentation, et tout à l'heure Pascal parlait de la santé mentale, il y a une augmentation des absences pour facteurs de RPS, pour épuisement professionnel, et ce sont des salariés qui aujourd'hui, dans les premiers temps de leur arrêt, ont des difficultés à garder le lien avec l'entreprise, alors qu'il faut absolument que ces personnes soient accompagnées. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on développe cet outil. Troisième facteur. Alors là, je l'ai laissé, mais ça, comme je ne connais pas les profils des entreprises qui sont en face de moi, je parle de process, mais c'est important à tout niveau d'entreprise, puisque nous, on intervient dans des grosses entreprises, mais les 3000 salariés qu'on accompagne, ce sont auprès d'ETI, puisque ce sont des orientations des médecins du travail. Donc, les entreprises ETI, elles n'ont pas tout un process RH, mais par contre, de savoir quand j'ai un événement, quand j'ai quelqu'un qui est en arrêt, qu'est-ce que je fais? Qui fait quoi? Qui peut m'aider à faire un diagnostic? Quels sont les outils? Vers qui je peux me tourner?
Tout ça, c'est important que l'entreprise ait quelque part quelque chose d'écrit, car, comme le disait Pascal, un salarié sur 3 va être touché pendant son année par un arrêt, et si c'est d'autant plus un arrêt de travail longue durée, eh bien, c'est important de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire face à ça? 4e facteur, le référent unique pour l'accompagnement du salarié. Je ne sais pas si des gens autour des PC ont déjà vécu un arrêt de travail longue durée ou même un arrêt de travail. Il est extrêmement compliqué de se repérer et de savoir vers qui se tourner. Donc, quand je dis un référent unique pour l'accompagnement du salarié, l'entreprise, le dirigeant, le RH peut décider et peut proposer au salarié une personne qui sera son référent. Et ça, c'est très important. Quand vous interrogez quelqu'un qui est en arrêt, il a des contacts par différents organismes. Sa mutuelle, sa prévoyance, les assistantes sociales de la CARSAT, et puis ensuite son médecin traitant, et puis ensuite des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Enfin, c'est pas toujours facile pour les salariés de se repérer et ils ont besoin d'aide par rapport à ça. 5e facteur, j'ai souhaité vous mettre en avant quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui existe, puisque c'est la loi santé qui a demandé aux services de santé au travail, les SPST, de mettre en place des cellules de maintien dans l'emploi. Donc, il faut que vous sachiez qu'un salarié de chez vous qui est en arrêt de travail, en arrêt longue durée, et peut être suivi par la cellule de maintien dans l'emploi du service de santé. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail pour que la situation du salarié qui est en arrêt chez vous puisse être étudiée par le service de santé au travail. Le médecin du travail ne peut pas agir puisque lui, il n'a pas l'information. La seule personne qui peut lui donner l'information, c'est vous. Alors, quand je dis vous, je ne sais pas, vous, si vous êtes RH ou si vous êtes dirigeant, mais c'est l'employeur qui peut se rapprocher de son service de santé. Il faut évoluer un peu sur l'image que l'on a de la médecine du travail, qui a aujourd'hui beaucoup évolué, même si, je le reconnais, c'est un métier en pénurie, donc c'est un peu compliqué d'avoir la disponibilité quand on le souhaite du médecin du travail, mais c'est un organisme incontournable dans la régulation de l'absentéisme. C'est important de prendre attache avec le médecin du travail pour se faire aider. C'est l'acteur qui connaît très bien, qui peut connaître très bien les restrictions du salarié, sa situation, qui peut prendre contact avec le médecin traitant, qui peut appeler directement le salarié pour avoir un rendez-vous. On n'est pas assez au fait du rôle de prévention des insertions professionnelles des services de santé. C'est très important de travailler avec eux parce qu'ils ont cette mission. Autrefois, on parlait de prévention. Ils ont la prévention, mais ils ont de la désinsertion professionnelle, de la personne qui est en arrêt de travail. Parce que ce sont des facteurs qui vont leur permettre aussi de mieux comprendre ce qui se joue dans l'entreprise et de proposer aussi des actions collectives. Donc, vous voyez, ce qui est important de retenir quand on parle absentéisme, c'est que l'absentéisme, ça concourt à la marque employeur, au développement de la marque employeur, ça concourt à répondre à des enjeux qui sont des enjeux sociaux, financiers et médiatiques. Quand je dis sociaux, vous avez compris qu'une démarche envers la prévention de l'absentéisme, c'est une démarche envers vos salariés, envers votre capital humain et de fait, nous, on est convaincus que la performance économique durable d'une entreprise, elle passe par la performance sociale. Donc, en travaillant l'absentéisme, c'est un élément important dans vos enjeux. C'est un élément important financier, il ne faut pas se le cacher. Vous le disiez tout à l'heure, Pascal, ça coûte cher l'absence.
L'absence, ça coûte cher, donc c'est un enjeu financier aussi. Et c'est un enjeu médiatique. C'est l'image. Quand je dis médiatique, c'est l'image que l'entreprise se donne. Quand un salarié qui est en arrêt de travail comprend qu'il va être accompagné, comprend qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, comprend qu'on ne le montre pas obligatoirement du doigt, mais que l'entreprise, elle met en œuvre des facilitations pour son retour à l'emploi, ça vous aide dans l'image que vous donnez de la marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi pour une entreprise. Tout se sait. Vous connaissez les réseaux. Les salariés sont capables du bien comme du mal en termes de communication. Donc, c'est important de travailler sur ce sujet de l'absentéisme, qui est un facteur et un indicateur important. Et on rentre beaucoup dans les entreprises sur l'absentéisme avant de parler des RPS. Et ça, c'est important aussi. Il vaut mieux travailler sur l'absentéisme avant d'autres sujets. Eh bien, merci beaucoup, Albine, de nous avoir présenté donc 5 facteurs clés de la réussite du retour à l'emploi, tout en associant donc les services de la médecine du travail, et de nous rappeler que la valorisation du capital humain, en réalité, passe par la préservation et donc par l'anticipation et donc par la prévention. Merci beaucoup, Albine, pour tous ces sujets-là passionnants. Le temps nous manque, bien évidemment. Peut-être, Claire, une dernière question, puisqu'on a débordé déjà un tout petit peu, je m'en excuse auprès de notre auditoire. Une dernière question avant de clôturer donc ce webinaire. En tout état de cause, nous pouvons poursuivre nos échanges. Vous pouvez flasher le QR code. Les équipes Apicil et Gilo seront à votre disposition pour poursuivre les échanges, pour individualiser les réponses, bien évidemment. Et je vous rappelle que l'ensemble de nos équipes sont présentes sur le territoire national et donc proche de chez vous, proche de vos territoires. Nous aurons toujours quelqu'un qui sera donc disponible pour répondre à vos questions. Claire me signale qu'il n'y a pas de questions supplémentaires ou complémentaires. Alors, nous en arrivons à la fin de notre matinale spécifique sur la prévoyance. Pour ceux qui nous suivent depuis ce début de matinée, grand merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont rejoints que sur ce webinaire, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre participation. Je vous rappelle donc flasher le QR code, ça permet de pouvoir donc poursuivre nos échanges. Nos équipes sont à votre disposition. Claire a laissé son adresse mail donc dans le chat. Vous pouvez également prendre directement contact avec elle. Elle fera le relais auprès de nos équipes en interne, le cas échéant. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci Pascal, bonne fin de journée à tous. Merci. Albine.